Vous connaissez déjà probablement ce cliché propagé par l'extrême droite qui voudrait que la gauche ne soit qu'un rassemblement de bobos dont la ferveur révolutionnaire n'aurait d'égal que leur faiblesse physique. Bon, en plus d'être au niveau zéro de la pertinence, ce cliché se révèle être totalement opposé à la réalité, comme en témoigne justement le mouvement sportif socialiste que nous allons étudier dans cette vidéo. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Nous sommes au Royaume-Uni. Et le Brexit est une nouvelle fois la preuve que l'un des grands défis auxquels la gauche du XXIe siècle est confrontée, c'est de faire véritablement le lien avec les intérêts de la classe ouvrière, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Et l'on sait en réalité très bien pourquoi ce n'est pas le cas. En effet, les attaques menées contre les syndicats par les gouvernements conservateurs et travaillistes, ainsi que l'obsession du New Labour pour les électeurs de la classe moyenne, eh bien tous ces éléments ont éloigné le mouvement socialiste de la classe ouvrière. Ce New Labour tenait pour acquis sa base ouvrière traditionnelle et n'a pas pris au sérieux le déclin de l'industrie, ainsi que l'accroissement du travail précaire. Et cette situation, qui n'est malheureusement pas le propre du Royaume-Uni, est la preuve qu'il est nécessaire de faire du socialisme non pas un mouvement snob et déconnecté de la vie quotidienne, mais au contraire un mouvement profondément ancré dans la vie des prolétaires et dans les intérêts de la classe ouvrière. Et les clubs de boxe de Manchester nous offrent un bel exemple de cette culture socialiste construite par le bas. Manchester a récemment été le théâtre d'une crise du logement très médiatisée. Et cette ville a été un véritable foyer pour le développement de la culture socialiste populaire, rendant une nouvelle fois les idées révolutionnaires intéressantes et surtout accessibles. Et les acteurs de cette vie populaire que sont Manchester Momentum, ainsi que 0161, ont saisi l'importance de l'esthétique prolétarienne qu'ils utilisent avec intelligence pour créer leurs affiches, leurs flyers et leurs autocollants. Et c'est dans ce milieu-là qu'on assiste à la réémergence des gymnases rouges. Et l'un de ces gymnases rouges les plus importants dépend de la Solstar Sports Association, dirigée par des femmes, et dont la base se trouve être l'association culturelle des réfugiés et des travailleurs, qui est un centre communautaire regroupant socialistes turcs et kurdes. Ainsi, l'association sportive Solstar propose des cours de boxe, d'arts martiaux et d'autodéfense, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Le club est fondé sur des principes socialistes. Il est dirigé par 3 formatrices expérimentées, qui soutiennent que l'un des moyens les plus efficaces afin de combattre le sexisme, c'est que ce soit les femmes qui soient aux commandes. Et cela est d'autant plus important que les commandes en question relèvent de rôles traditionnellement masculins. Leur approche politique se veut subtile, et le gymnase, malgré son essence profondément féministe, s'est ainsi débarrassé des slogans banals et remplis d'autosatisfaction, que les formatrices préfèrent laisser au féminisme libéral. Le gymnase est dirigé par des femmes mais est ouvert à tous, voilà le message. De la même façon, l'essence politique du gymnase se concrétise surtout au début des séances, puis se veut plus timide par la suite, afin de faire du gymnase un environnement accueillant pour des personnes venues d'horizons très diverses. Ainsi, Solstar comprend que c'est la normalisation des principes socialistes dans la vie quotidienne qui doit être au cœur du mouvement de masse. Un autre gymnase, géré par le Cambridge Socialist Club, propose un design et une esthétique socialiste davantage marqués. Le club est ancré dans les valeurs socialistes et met en valeur ses liens avec les syndicats. Le club se situe bien loin du monde universitaire de Cambridge et ne cherche pas à rameuter les intellectuels. Tout comme pour Solstar, les participants viennent d'horizons très diverses. On y compte également de nombreuses nationalités et origines, qu'elles soient roumaines, libanaises, portugaises ou turques. L'ambiance y est amicale et accueillante, mais plus sérieuse une fois que l'ancien boxeur amateur Saïd Kobeissi lance le début de l'entraînement. Et c'est encore une fois un bon exemple de ce qu'on pourrait appeler le socialisme normalisé. À l'instar de nombreux autres gymnases rouges, le club de Cambridge organise d'autres événements culturels ainsi que des débats politiques. C'est après un retour en force de l'extrême droite dans la rue, notamment à travers des actions violentes, que certains de ces gymnases rouges sont nés. Et le club de Cambridge ainsi que 0161 n'ont pourtant pas hésité à mettre en avant la croix de Saint-Georges, qui est l'emblème de l'Angleterre. Mais un drapeau national ainsi que l'histoire entachée qu'il représente ne risquerait-il pas de mettre mal à l'aise nombre de libéraux et de gauchistes? À cette question, les clubs répondent qu'il ne faut pas confondre le drapeau anglais avec le Union Jack, qui est quant à lui le drapeau de l'impérialisme britannique. La présence de ce drapeau ne sert pas non plus à représenter la royauté britannique. Et c'est encore moins l'Angleterre de l'extrême droite qui est revendiquée. Les clubs voient là un moyen de lutter contre le détournement du drapeau national par la droite, phénomène qui n'est pas le propre de l'Angleterre. La présence du drapeau anglais est censée évoquer une histoire populaire, une histoire partagée, une histoire commune et une histoire en constante évolution. C'est un point important à souligner. Si le socialisme se présente comme étranger aux intérêts quotidiens des communautés locales, communautés qui sont attachées au drapeau anglais, alors comment le socialisme pourrait-il espérer gagner le cœur de ces communautés? La démarche est toujours la même. Faire en sorte que le socialisme s'ancre dans la réalité populaire et ne soit pas un mouvement dominé par des universitaires et des intellectuels qui rejetteraient trop facilement le drapeau national pour la noblesse de la cause. C'est ainsi que ces clubs cherchent à revendiquer un héritage culturel populaire, et surtout une tradition politique populaire,
celle de la révolte des paysans, de la révolution anglaise, du syndicalisme et de l'antifascisme. Nous sommes en présence d'une culture à reconstruire. Les clubs sportifs ont malheureusement été souvent oubliés par la tradition communiste. Des décennies de néolibéralisme ont détruit l'industrie et ont gravement affaibli le mouvement syndical. Mais là où les communistes ont bâti, ils peuvent rebâtir. Renouveler la culture socialiste permettrait d'améliorer la vie et de rendre la cause révolutionnaire plus audible auprès des classes populaires. Cela passerait par le sport, mais aussi par l'éducation, la musique, le cinéma et, espérons-le, par la socialisation. S'ancrer dans la culture populaire est une tâche qui incombe logiquement aux communistes. Il est peu probable que les groupes centristes et bourgeois revendiquent ensemble leur histoire de bellicisme, d'impérialisme ou d'austérité. Et nous devons par là combattre de front l'extrême droite, qui essaye de développer sa propre culture des arts martiaux, espérant ainsi recruter parmi les classes populaires. Et encore une fois, c'est aux communistes que revient la tâche de les en empêcher, car nous sommes les seuls à pouvoir aligner notre expression culturelle sur les intérêts de la classe ouvrière. Les clubs de boxe anglais que nous venons de voir se sont inscrits dans une tradition historique leur permettant de renouer avec les prolétaires. Ils n'hésitent pas à revendiquer une identité collective anglaise afin de développer un mouvement large et populaire, et non un mouvement d'élite bienveillante. Et il s'agit là d'une des clés essentielles pour la réussite des communistes et des prolétaires de tous les pays.